Allez, on continue avec le 5e prix éthique de cette soirée qui va être remis par l'administratrice d'Anticor, celle que tout le monde appelle Maître Lisou. C'est faux, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça. Elise Van Beneden. Bonsoir madame, je suis chauffeur de taxi parisien. Je tenais au nom de tous mes collègues de taxi à vous remercier d'être la seule voix politique qui ose un peu de justice, en clamant avec éloquence notre défense. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup du mal à joindre les deux bouts. J'ai dû m'endetter de 240 000 € pour faire mon métier. Notre secteur subit une concurrence sauvage, criminelle, avec des méthodes mafieuses, évasion fiscale, Bermudes et paradis fiscaux. Est-ce donc ça le progrès ? Quand une multinationale offshore, prétendant réduire le chômage en France, en permettant à des jeunes, souvent des quartiers, non formés, de faire le taxi, sans les contraintes du taxi, alors on applaudirait ? On laisserait donc cette mafia dicter sa loi en France, en violant, bafouant les lois de la République ? Et tout le racolage dans les gares et aéroports, le mal-être de certains collègues, poussés à la faillite, jusqu'au suicide. Jusqu'à quand ? Et à quel prix ? Mohamed M. C'est une lettre, parmi les nombreuses lettres reçues par notre récipiendaire, qui parle de concurrence déloyale, d'évasion fiscale, d'abandon de toute une profession par le monde politique. Cet appel à l'aide et les autres appels à l'aide, invisibilisés par les chaînes d'information en continu, qui disent le désespoir et la colère d'un secteur professionnel tout entier, ne sont pas restés sans réponse. Une femme politique, Madame Danielle Simonet, alors conseillère de Paris, y avait déjà été sensible, rencontrant de nombreux acteurs, portant leur voix dans les médias et dans les réunions politiques. Madame Danielle Simonet est devenue députée le 19 juin 2022. Hasard ou coïncidence, le 10 juillet 2022, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié les Uber Files. 124 000 documents confidentiels révélant comment l'entreprise américaine Uber a implanté son activité dans de nombreux pays et tenté de faire changer la législation à son avantage, en menant une stratégie d'influence auprès et à l'aide de personnalités politiques de premier plan. Madame Simonet a continué son combat. Pour cela, il a fallu convaincre son groupe parlementaire d'utiliser leur droit de tirage. Les groupes d'opposition ou minoritaires à l'Assemblée nationale disposent en effet d'un droit de tirage, leur permettant d'obtenir chacun la création d'une commission d'enquête parlementaire par an. C'est un enjeu de taille, puisqu'une commission d'enquête parlementaire, composée de 30 députés désignés à la proportionnelle des groupes politiques à l'Assemblée nationale, a pour objectif d'enquêter sur des faits ou d'examiner la gestion des services publics. Ces commissions bénéficient de pouvoirs exorbitants de droit commun, comme celui de faire des contrôles sur place et sur pièce dans toutes les administrations de l'État et des collectivités, et celui d'interroger toute personne. Madame Simonet n'a pas perdu de temps. Le 24 janvier 2023, elle obtenait la création de cette commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. De cette commission ont résulté 2 écrits, un rapport de commission d'enquête parlementaire, bien évidemment, mais aussi un livre appelé Face à Uber. Avant de laisser la parole à notre récipiendaire, je vais vous lire un passage des conclusions de cette commission. Les Uber Files ont révélé que pour s'implanter en France, la plateforme Uber a imposé, au mépris de la légalité, un état de fait à l'état de droit, en violant les règles de transport particulier des personnes, en adoptant une stratégie d'évasion et d'optimisation fiscale agressive, en recourant au travail dissimulé, en échappant au versement des cotisations sociales et en se soustrayant sciemment au contrôle des autorités. Cette stratégie, fondée sur la violation délibérée de la loi, s'est doublée d'un lobbying agressif, consistant à pénétrer au cœur des élites françaises et à exercer une influence dans la société afin de faire valoir l'image d'Uber et d'obtenir l'adaptation des lois à son modèle d'affaires dès 2013. Pour ce faire, la plateforme a déployé tout azimut des moyens variés, en recourant à des investisseurs très influents et à des spécialistes des affaires publiques, mais aussi à des universitaires reconnus, ainsi qu'à des tactiques de manipulation de l'information
et au paiement de chauffeurs pour participer à des manifestations montées de toutes pièces. Ces méthodes n'ont suscité que peu de réactions de la part des pouvoirs publics. Au contraire, Uber a pu trouver des alliés au plus haut niveau de l'État. En effet, nombre de décideurs publics ont été favorables au développement d'Uber, par idéologie ou par naïveté, malgré le caractère illicite de ces activités. Au premier rang de ces soutiens figure M. Emmanuel Macron, un ministre de l'économie prêt à défendre les intérêts des plateformes de VTC, avec lequel Uber a entretenu des liens extrêmement privilégiés. Cela explique en partie que, face à la stratégie d'Uber, les autorités publiques aient manqué à leur mission de protéger l'État de droit en faisant respecter les règles en vigueur. Les conséquences du développement d'Uber ont pourtant été néfastes pour l'ensemble des acteurs du secteur du transport public particulier, de personnes, chauffeurs de taxi, chauffeurs de VTC et leurs clients, sans compter les pertes pour la société tout entière liées au non-paiement de l'impôt sur les sociétés et les cotisations sociales ou à l'impact négatif sur l'environnement. Les révélations des Uber Files ont ainsi confirmé de graves failles au sein du dispositif censé prévenir les conflits d'intérêts et garantir la transparence des échanges entre représentants d'intérêts et responsables politiques. Failles qui demeurent béantes, près de 10 ans après les premiers faits, découverts par ces révélations. Elles montrent que des entreprises ont pu, grâce à des moyens financiers colossaux et en toute connaissance de cause, braver la loi votée par les représentants du peuple pour implanter un modèle capitaliste d'externalisation de l'emploi destructeur du salariat et des droits des travailleurs, avec l'unique intention de réaliser un maximum de profit. Dans cette entreprise de sape des acquis sociaux, de la solidarité nationale et des réglementations sectorielles, elles ont trouvé des relais chez des personnalités politiques acquises à leur cause et ont profité de la complaisance silencieuse d'une bonne partie de l'appareil de l'État. Depuis l'élection à la présidence de la République de l'ancien ministre de l'économie, de graves manquements de l'État à faire respecter le droit demeurant, offrant aux plateformes une certaine impunité. Pire, la stratégie de lobbying de ce capitalisme de plateforme semble totalement intégrée à la stratégie politique de l'exécutif d'attaque du salariat sous couvert de présomption d'indépendance. Au sein d'Anticor, nous savons à quel point ces rapports sont importants, à l'image de celui porté par le député LR Olivier Marleix, prix éthique d'Anticor en 2020, sur la vente d'Alstom à General Electric, à l'image aussi de celui porté par la sénatrice communiste Aliane Assassi et le sénateur LR Arnaud Bazin, prix éthique d'Anticor en 2023, sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Ces rapports qui permettent de poser des constats font avancer notre société et nous en avons besoin, nous, à Anticor, qui luttons dans les prétoires pour faire éclater une vérité judiciaire. Madame la députée, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Anticor. C'est vrai que c'est sacrément émouvant de se retrouver ici. Et puis c'est très émouvant d'avoir commencé avec les paroles de Mohamed, taxi parisien, parce que cette lettre, je crois que je la connais par cœur. C'était il y a quasiment presque 10 ans, 9 ans que je l'ai reçue. Et j'avais commencé du coup la bataille de soutenir la bataille contre l'ubérisation, à la fois au départ en solidarité, du coup avec la première profession qui était impactée, les taxis parisiens, et après en soutien à tout un tas de secteurs de travailleurs ubérisés. Et cette lettre, elle était très très forte, et puis voilà, cette aventure m'a amenée à faire aussi une conférence gesticulée pour parler du sujet. Et quand je suis devenue députée, j'ai pu faire cette commission d'enquête après les révélations des Uber Files. Et non, l'ubérisation n'est en rien une innovation disruptive, modernisant nos sociétés. L'ubérisation, c'est un véritable suicide social collectif. Parce que nous, en fait, on nous réduit de citoyens à des consommateurs, où tout d'un coup, on deviendrait quelqu'un parce que, avec notre smartphone, eh bien, on pourrait tout d'un coup bénéficier d'un autre statut, parce qu'on nous ouvre une porte, parce qu'on nous donne une bouteille d'eau, des bonbons, ou parce qu'avachi dans notre canapé, on peut se faire servir notre repas, ou bien on peut même demander que quelqu'un d'autre nettoie la tombe de notre grand-mère à notre place. Donc tout un tas de services qui nous fait profiter de domestiques. Quelle élévation, hein.
Et puis du côté travailleur, on leur fait miroiter qu'ils vont devenir leurs propres patrons grâce au statut d'auto-entrepreneur. Et puis en fait, tous les secteurs ubérisiers deviennent en fait les esclaves de leur patron qui est dans la poche, des algorithmes complètement mystérieux. Et c'est finalement un retour au tâcheronat du 19e siècle, où les gens sont payés à la tâche, sans aucun droit du travail et sans protection sociale. Alors tout ça, ce suicide social collectif, il a un coût, parce que ce suicide social collectif, c'est qu'à la fin, on n'a plus de code du travail, on n'a plus de sécurité sociale, tout ça pour des plateformes multinationales qui généralement sont des professionnels de l'optimisation, l'évasion fiscale et qui appauvrissent l'État. Mais tout ça, c'est possible, pas simplement par la magie du capitalisme et du néolibéralisme. C'est possible parce qu'il y a des dirigeants politiques qui défendent ces intérêts. C'est possible parce qu'il y a une collusion d'intérêts entre l'oligarchie, des puissances économiques et des hommes et femmes politiques. Et oui, les révélations des Uber Files, c'est grâce à un lanceur d'alerte, Mark Magan, qui était avant, de l'autre côté, qui était un gros lobbyiste chez Uber, et puis qui a fini par tout balancer. Il a balancé des tonnes de données, de messages, de SMS, de mails, concernant ce qu'il avait pu voir de l'intérieur. Et un consortium de journalistes, qu'on remercie également, ont creusé, ont analysé toutes ces données-là. Et tout cela, ça a été dit, a permis de montrer, en fait, qu'à l'époque, pour que l'ubérisation puisse se développer en France, l'ubérisation a pu bénéficier du soutien d'un certain Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, et qui a pu avoir plein de rendez-vous multiples à son agenda, enfin pas inscrits à son agenda, des petits SMS avec les dirigeants d'Uber, qui étaient totalement hors la loi. Pas de problème, un ministre de la République pouvait être en échange direct avec eux pour essayer de faire modifier les réglementations en leur faveur par des manœuvres qui passaient par des amendements copiés-collés par Uber en trouvant des députés qui acceptaient de le faire, des interventions, court-circuitage de directives préfectorales, et puis comme par hasard, quelques mois plus tard, quand Uber a bien gagné ses intérêts, on a pu apprendre aussi que dans toutes ces personnalités de chez Uber qui ont eu intérêt à bien obtenir ces services d'Emmanuel Macron, sont devenus spontanément des financeurs de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, les choses sont bien faites. Mais le rapport de la commission d'enquête, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'était de bosser sur la période après, quand Emmanuel Macron n'est plus ministre de l'économie, mais qu'il est président de la République. Alors là, il n'y a plus de Mark Magan, il n'y a pas de lanceur d'alerte à l'intérieur, mais les pouvoirs de la commission d'enquête nous ont permis d'essayer de récupérer un maximum de documents et puis de convoquer les administrations pour voir comment on fait respecter cet état de droit, d'essayer aussi d'user du pouvoir d'enquête sur pièce et sur place. J'avoue que c'est un petit kiff quand même, parce vous venez avec votre carte de député, vous arrivez chez Dussopt, ministre du Travail à ce moment-là, vous prenez un air très sérieux. Bonjour, en mes qualités de rapporteur de la commission d'enquête sur les Uber Files, je viens faire une enquête sur pièce et sur place. Et là, vous voyez leur gueule se décomposer. Le directeur de cabinet est obligé de se ramener. Alors, il était au Sénat avec Dussopt pour les questions d'actualité. Il arrive en courant, un peu essoufflé, il nous installe dans un bureau. Et là, ils sont censés nous donner accès à tous les documents. Donc jusque-là, c'est sympa. Bon, mais après, c'est pas pour autant que vous récupérez tous les documents. Mais on a réussi quand même à mener une bataille pour pouvoir en avoir. Et il y a par exemple une note qui est intéressante. Je pense que le collaborateur du ministre qui l'a faite, il a dû être viré. Parce que c'est une note du ministère du Travail du 27 janvier 2019 et qui recense en fait nombre de secteurs où les plateformes se sont développées. Et cette note montre qu'à chaque fois, toutes les plateformes qui sont développées dans ces nouveaux secteurs, finalement, sont totalement dans des pratiques illégales. Infraction au travail du fait d'un travail dissimulé, d'un prêt illicite de main-d'œuvre, d'un marchandage, d'emploi de main-d'œuvre sans titre de séjour, mépris des dispositions conventionnelles de branche et du travail temporaire, non-respect des réglementations sectorielles, non-respect des obligations fiscales, et je suis sûre que j'en oublie dans la note que j'ai recopiée. Et la note, elle montre aussi tous les secteurs d'activité dans notre société,
où cette ubérisation se développe. C'est la restauration, mais pas simplement la livraison de repas à domicile, mais aussi la fourniture d'extras, le transport, la livraison, le tourisme, avec les guides conférenciers pas détenteurs de la carte professionnelle, payés au pourboire, des secteurs du BTP, pour des travaux chez des particuliers et du bricolage, le secteur du déménagement, les enquêtes marketing, énormément dans le secteur d'aide à la personne et du médico-social, mais aussi dans l'agriculture, dans les auto-écoles avec des moniteurs et enseignants sans agrément préfectoraux, dans le secteur du funéraire, dans le secteur maritime, dans l'aviation civile, voilà, tout un tas de secteurs qui ont développé l'ubérisation et avec ces pratiques illégales. Alors vous vous dites, grâce à cette note, le ministère est au courant et nous allons donc découvrir que toutes les notes postérieures à celle-ci, dans le cœur même d'un ministère, vont servir à voir comment est-ce qu'on permet de garantir le respect de l'état de droit. Puisque là, on a des entreprises voyous hors la loi. Et en fait, toutes les notes postérieures n'ont qu'une seule obsession, c'est comment protéger les plateformes du risque de requalification en salariés des travailleurs ubérisés qu'ils exploitent. Alors, je ne peux pas en parler plus longtemps, mais s'ils ont pu faire cela, c'est qu'à un moment donné, les gouvernements successifs après Emmanuel Macron n'ont eu qu'une obsession, poursuivre le travail du ministre de l'économie Emmanuel Macron et garantir le développement de l'ubérisation et donc les intérêts de ces plateformes contre l'intérêt général. Et pire, avec votre argent public, la BPI a même financé ces plateformes malgré toute leur irrégularité, malgré toute leur illégalité. Pour n'en prendre que quelques-unes, Frishti, Brigade, Mediflash, Staffme, Freenao, ces 5 plateformes aux pratiques illégales ont bénéficié de prêts et subventions pour 8,5 millions d'euros. Et lors des auditions, eh bien, la première ministre Elisabeth Borne semblait totalement ignorer ces soutiens financiers. Donc plus que jamais, il faut absolument exiger la séparation des lobbies et de l'État, parce que l'on voit bien que cette collusion d'intérêts est totalement contraire à l'intérêt général, contraire totalement à la démocratie. Sachez que par ailleurs, la bataille elle avance sur ce sujet-là, pas de la séparation des lobbies et de l'État, je trouve que ça s'aggrave beaucoup, mais sur la question de l'ubérisation, parce que la bataille acharnée au niveau européen a permis qu'il y ait une directive présomption de salariat qui se mette en place. Donc l'État français a 2 ans pour retranscrire dans le droit français le fait que les travailleurs des plateformes doivent être requalifiés en salariés. Donc la bataille continue. Mais je crois vraiment que la bataille sur la séparation des lobbies et de l'État est une question démocratique centrale. Et merci Anticorps de porter cette bataille-là. Heureusement que vous avez à nouveau votre agrément. Voilà, même si j'estime qu'il faudrait absolument changer de la Ve République pour que l'agrément ne dépende pas de la volonté d'un Premier ministre, parce que c'est totalement contraire aux règles de notre démocratie. Voilà. Et merci beaucoup. Et merci pour ce prix. Daniel Simonet. Merci Daniel. Bravo pour ce prix. Bravo pour ce meeting. Merci. Merci Daniel. Et merci aussi à Emmanuel Macron quand même. Oh là là, attention. Ouais, je sens quelques petites réticences. Emmanuel Macron qui bénéficie, j'ai regardé ce matin, 86% d'opinions défavorables. Ce qui pose une question dans une démocratie, je le dis, notamment une question qui est: qui sont les 14% restants? Il y en a dans la salle ou pas? Ah oui, il y en a 2 quand même, il y a 2 macronistes. Ah c'est toi? Oui, j'étais sûr, Jean-Baptiste. Il est sous couverture. Non mais c'est fou, t'imagines, il y a des sondeurs qui appellent des gens au hasard, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron? Et il y a des gens en France qui disent: moi j'aime bien. C'est quand même incroyable, quoi. Avant, j'imagine, de retomber dans le coma, je pense, voilà. Merci, monsieur Pierre Arditi, on vous rappelle. Voilà, certainement des gens comme ça. Allez, c'est gratos. Quoique,